nous avons notre manière de lire une loi. Et nous avons aussi la chance de faire un peu de légistique, pour ne pas dire qu'on est diplômé aussi de la légistique. La légistique, c'est l'art de faire la loi. Comment on doit faire la loi, hein, la légistique. Alors, en France, depuis longtemps, le problème du légiscentrisme était posé. La loi, l'expression de la volonté générale. Nul n'a le droit d'aller à l'encontre de la loi parce que la loi émane des représentants du peuple. Mais cela a créé beaucoup de discussions et un grand professeur d'université, Léon Duguy, le fondateur de la faculté de droit de Bordeaux, de l'école de Bordeaux, a écrit en 1932 dans son traité de droit constitutionnel « Méfiez-vous des États qui légifèrent mal, parce qu'ils vont tout le temps traverser des périodes de troubles. » C'est pour casser un peu la loi, l'expression de la volonté générale. Quand la loi émane de nos représentants, on l'accepte. Mais aujourd'hui, les lois que nous voyons, ce sont des lois qui émanent et qui représentent une volonté politique. La loi sur l'acte 3 de la décentralisation, la loi sur les daras modernes, la loi sur les universités publiques, où se trouve maintenant la loi, l'expression de la volonté générale. C'est ce qui nous a amené à trouver un certain nombre de failles par rapport à cette loi cadre. Tout à l'heure, mes prédécesseurs panélistes ont très bien démontré les insuffisances de la loi à quelques aspects, parce que dans un premier temps, cette loi ne devait même pas être discutée. Je vous renvoie à l'article 1er de la loi d'orientation, champ d'application. L'article 1er dit « Toutes les lois et tous les règlements qui seront adaptés dans le cadre du domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche doivent être conformes à cette loi d'orientation. » Et la loi d'orientation n'a pas encore été votée, on vote une loi cadre. Donc la loi cadre n'a pas sa raison d'être. On a interverti pratiquement la procédure qui consistait d'avoir une loi d'orientation avant d'avoir une loi cadre. C'est une insuffisance. Alors, tout à l'heure, mes prédécesseurs ont parlé des prérogatives qui sont attribuées au conseil d'administration et au conseil pédagogique. Nous avons constaté que dans le cadre pratiquement de présenter une loi, il faut beaucoup faire attention parce que la loi, c'est l'esprit et la lettre. Nous nous rendons compte qu'une lecture minutieuse nous permette de savoir que les mêmes prérogatives du conseil d'administration se retrouvent au niveau du conseil académique. Alors, le conseil d'administration a toutes les prérogatives de faire ce qu'il veut au niveau de l'université, dans lequel les enseignants ne sont pas représentatifs. On dit que le conseil académique peut supprimer les structures et les filières. On dit que le conseil d'administration aussi peut. Au cas où le conseil académique refuse, donc le conseil d'administration peut le faire. Et attention aussi à des termes, parce que nous, en droit, nous ne connaissons pas de synonymie. Chaque mot a sa signification. Le conseil d'administration élabore et adopte. Regardez la disposition, l'article 14 ou 15 sur le conseil académique. On dit que le conseil académique approuve. Nous, quand il s'agit d'un texte, c'est dans un premier temps l'élaboration, l'adoption et l'approbation. Le conseil académique intervient en dernière étape pour approuver. Si le conseil académique n'approuve pas, la loi pratiquement, les autres, le conseil académique, le conseil d'administration peut approuver. Parce que la majorité vient de l'extérieur. Alors, quand on regarde un peu, aussi, il y a beaucoup de manquements en la forme et au fond. En légistique, nous avons dit que la loi doit observer le contenant et le contenu et en même temps, nous mettons l'accent sur la manière de présenter une loi. Quand on s'en tient à la loi d'orientation, pratiquement on a déjà faussé le jeu parce qu'une loi, un article d'une loi ne peut pas être contenu sur une page entière. Nous avons dit la loi dans la légistique ont en principe les 3 alinéas.
Mais vous regardez les dispositions de la loi d'orientation, on parle pratiquement de l'éthique et de déontologie dans une loi. Mon collègue l'a dit tout à l'heure, l'éthique et la déontologie, c'est dans un code d'éthique et de déontologie. Ça n'a rien à voir avec la loi. Il y a des insuffisances à n'en finir dans le cadre pratiquement de ce texte. Donc on voyait que le ministre a dit que le texte maintenant peut faire l'objet de l'application. On peut discuter les modalités d'application. Cela veut dire que le texte est déjà pratiquement, le texte est définitif. Parce que quand on demande de discuter les modalités d'application, mais il s'agit d'une loi. Il ne faut pas qu'on perde de vue. Il ne s'agit pas de la réforme simplement, mais c'est la loi qui constitue le fondement de la réforme. Si on fausse le fondement de la réforme, automatiquement ça va se retourner contre la communauté universitaire. Le ministre dit on peut prendre des circulaires interprétatives, hier je l'ai entendu, on peut prendre des décrets d'application, on peut prendre des arrêtés. La loi est au-dessus, dans la hiérarchie des normes, en deçà de la Constitution. La loi est infraconstitutionnelle, mais supra-décrétale. Le ministre ne peut pas nous dire qu'il peut prendre des circulaires interprétatifs qui n'interviennent que dans le cadre d'un règlement. Alors qu'on est dans le domaine de la loi, il faut une loi interprétative. On ne peut pas le faire avec des directives, des circulaires interprétatifs. C'est une loi interprétative. Et si on doit prendre des décrets pour l'application, mon collègue l'a dit tout à l'heure, c'est les mêmes dispositions de la loi qui doivent prévoir cela. Sinon, le décret se trouverait dans une illégalité. Parce que la loi ne l'a pas prévu. Il faut qu'on fasse attention par rapport pratiquement à des sorties. Nous nous intéressons à l'aspect droit et non à l'aspect politique. Parce que c'est le droit qui tient l'université. L'université est un établissement public à caractère scientifique. C'est-à-dire l'autonomie, la spécialité et la personnalité juridique. Ce sont les trois caractéristiques d'un établissement public. Donc on voit du point de vue de la spécialité. La loi a un caractère général et impersonnel. Cette loi est pleine de subjectivité. Le conseil d'administration peut supprimer des structures et des filières de formation. Le conseil d'administration. Mais quand le conseil peut faire ceci, automatiquement la loi vise. La loi n'est plus générale et impersonnelle. La loi vise. Qu'est-ce qu'on va supprimer? On le sait déjà. C'est déjà dans la tête du ministre. On le sait. C'est ce qu'on veut supprimer et ce qu'on ne va pas supprimer. La loi a un caractère général et un caractère impersonnel. Ça ne doit pas s'adresser à une communauté, à une catégorie. Mais quand on voit carrément il y a trop de subjectivité, il y a trop de personnalisation de la loi. Alors, on voyait que le ministre lui-même peut saisir, selon la loi, le ministre peut saisir le conseil d'administration pour des questions concernant l'université. Le ministre a cette possibilité où il passe par le biais de sa croix de transmission, c'est ta boîte à lettres, qui n'est pas une autorité élue mais nommée. Là aussi, ça va poser véritablement des difficultés. Il y a beaucoup de choses dans le cadre de cette loi. Il y a des insuffisances qui sont contenues de l'article 1er au dernier article de cette loi qui devait faire l'objet de changements parce qu'il y a une confusion totale. Et nous avons dit souvent en légistique que la rédaction d'un acte juridique doit être claire, facile à comprendre, sans équivoque, simple, concise, dépourvue d'éléments superflus. Alors donc on voyait carrément que cette loi créer des confusions parce qu'on trouve pratiquement les éléments dans le cadre du conseil académique et dans le cadre du conseil d'administration. Les précisions ne sont pas faites par rapport pratiquement à ces prérogatives, mais aussi par rapport à la position du conseil d'administration. Et je vais en finir par rapport à la représentation dans les conseils d'administration. Les gens aujourd'hui insistent sur le caractère démocratique du conseil académique. Le caractère démocratique, c'est quoi? Que tous les membres soient nommés ou tous les membres soient élus. Parce que si une partie est nommée et une autre partie élue, la partie nommée va toujours subir la pression de la tutelle. Je vous remercie.